Ben Alexandre, la nouvelle est tombée au cours des dernières heures. Le Canada qui recule finalement et annule là, sa fameuse taxe là, sur les services numériques. Tout ça dans le but de relancer les négociations avec les États-Unis. Relations qui avaient été écorchées. Le président américain avait menacé justement le Canada là, de mettre toutes ces négociations-là sur pause et de nous imposer là, finalement le montant de la taxe, des tarifs que le Canada devra payer si le Canada veut continuer de faire affaire avec les États-Unis. C'est un revirement majeur. Ouais, volte-face important du gouvernement Carney. Là, on vient vraiment de reculer là, sur une mesure qui était pourtant forte au gouvernement libéral. Je remets la chronologie des événements en place. Le jeudi dernier, il y avait de la pression qui montait par rapport justement là, à cette loi-là, la taxe sur les services numériques. Et on avait dit du côté de M. François-Philippe Champagne, qui est notre ministre des Finances, qu'on ne reculerait pas, là, même si la pression continue à monter. Vendredi, Donald Trump annonce là, avec fracas qu'il interrompt toute négociation avec le Canada en nous accusant justement là, de faire une attaque directe contre les États-Unis avec cette taxe-là. On se comprend que la plupart des grandes entreprises du cyberespace, du numérique, viennent des États-Unis déjà et donc avait coupé toutes les négociations à un moment où on s'était donné une date butoir, d'essayer d'arriver à un accord de sécurité, accord économique avec les États-Unis pour essayer d'enlever, entre autres, la taxe sur l'acier et l'aluminium qui est rendue à 50%. Et là, M. Trump a renchéri vendredi en disant qu'elle allait imposer d'autres droits de douane au Canada durant la semaine qui s'en vient. Et là, semble-t-il que ça a été suffisant finalement pour faire en sorte qu'on s'est contredit du côté de François-Philippe Champagne qui est revenu hier soir là-dessus en disant finalement nous annulons cette taxe-là dans le but d'aider à reprendre les négociations dans les délais qu'on s'est donnés, c'est-à-dire, je le rappelle, le 21 juillet 2025. Ça va être spécial puis ça va faire beaucoup jaser parce que déjà cette loi-là, Alex, avait fait beaucoup d'esclandres ici au Canada, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Je rappelle, c'est 3% à peu près des revenus des GAFAM ici qui auraient été perçus. Là, c'est à peu près 2 milliards de dollars. Pourtant, depuis 2020, on a un boycott complet des médias qui s'opèrent sur Meta, entre autres. Google, un accord, on y est parvenu avec le Canada. Ça fait déjà des années que, par exemple, nous ici à Cube, ou nos collègues de Québécois, de la presse, de Radio-Canada, ne peuvent plus mettre leur contenu sur tout ce qui est plateforme Meta. Un détail qu'on avait peut-être oublié. Est-ce que ça va ramener les nouvelles sur les réseaux sociaux le temps qu'on négocie tout ça? Est-ce que cette taxe-là est morte et enterrée pour toujours? Il y a beaucoup de questionnements qui subsistent ce matin, Alex. Bon, c'était probablement une loi qui était mal fixée et mal ficelée. Pourquoi maintenant? Ça, c'est la question qui était dans l'esprit de plusieurs personnes et je vais essayer de vous la clarifier tout simplement parce que cette fameuse taxe-là, qui est en vigueur depuis l'an dernier, alors là, tu te dis pourquoi Trump capote là-dessus maintenant? C'est parce que le premier paiement rétroactif de 3 ans était dû aujourd'hui. Et ça, le 2 milliards dont tu faisais référence tantôt aurait dû être payé par ces géants du web-là qui généraient plus de 20 millions de dollars en revenus par année au Canada. Puis là, oui, Amazon est là, Apple, Google, Meta, Uber, etc., etc. Donc, 3% de leurs revenus. Alors là, le président Trump, face à l'échéance d'aujourd'hui sur le premier paiement rétroactif, a mis une pression incroyable sur le Canada, qui n'a pas eu le choix, effectivement, de reculer dans le contexte actuel. Maintenant, quelle est la suite des choses aussi? François-Philippe Champagne va présenter un projet de loi à l'automne prochain pour abroger ça, essayer peut-être là, de reficeler une entente qui ferait un petit peu plus de sens en lien avec tout ça. Mais je veux dire, face à la menace d'autres tarifs, qui aurait touché l'ensemble du pays, ben on est venu sacrifier. L'enjeu reste là quand même. Là. Oui. L'enjeu reste là. Je veux dire, ces gens-là ne paient pas et ces géants-là ne paient pas leur juste part. Non. Ça, cet enjeu-là, il reste là. Maintenant, il va falloir trouver le bon projet de loi pour forcer ces géants du web-là à payer leur juste part. Oui, parce que ce qui est paradoxal, c'est que du côté, par exemple, du Royaume-Uni, on est parvenu, lorsqu'il y a eu une entente entre Keir Starmer, le premier ministre britannique, et M. Trump, on a gardé leur propre loi qui agit comme ça là, sur les géants du web. L'Autriche, la France aussi, là, qui ont encore des mesures fiscales qui ressemblent à ça. C'était l'Australie également là, qui avait mené là, la charge dès le départ avant le Canada. Il semble y avoir un courant et une volonté internationale de légiférer là-dessus. Maintenant, quand des pays font cavalier seul, ça donne le boycott des nouvelles, par exemple, comme on l'avait vu ici au Canada. Puis là, il y a d'autres questions. Par exemple,
à quel point ça va affecter le rapport de force avec les États-Unis. Est-ce que le gouvernement Carney va avoir l'air de s'être, assoupli, mais c'est dans les négociations? Est-ce que M. Trump va prendre ça comme un écrasement complet du Canada puis comme une victoire totale? Ça reste à voir aussi. Puis moi, je me pose la question, est-ce que ça va éclabousser un tout petit peu Pablo Rodriguez ici au Québec? Parce qu'on se souviendra que c'était lui, au départ, là, qui avait mené ce projet-là avant de refiler tout ça là, dans la cour d'une de ses collègues, là, Pascal Saint-Onge. Mais c'était lui qui avait mené ce projet de loi-là. C'est lui qui l'avait chapeauté, qui avait confronté les géants du Web. Est-ce qu'on va lui poser des questions aussi ici au Québec? Ça reste à voir. Des voyages coûteux puis des rapports de dépenses plutôt douteux à Ottawa. Oui, après les drôles de voyages qu'on observait ici au Québec, après les voyages de la gouverneure générale, voici les voyages des membres du personnel administratif de la Chambre des communes à Ottawa. Donc, avec du journal qui se sont penchés là-dessus et se sont rendus compte que les rapports qui sont divulgués publiquement sont remplis d'erreurs. Parce que nos collègues du journal posaient des très bonnes questions. Là, par exemple, en septembre 2024, il y a attention, c'est un poste que je ne connaissais pas en tout, le directeur des produits et services numériques des communes, M. Aouidi, se rend à Amsterdam et là, il y a une étude des institutions démocratiques internationales qui ont un faible taux de blessures parmi les interprètes. D'accord, les blessures chez les interprètes. Voyage de 3 jours, 10 951 $, 4 750 d'hébergement. Pour 3 jours. Oui, et 3 084 en frais de repas. Et là, subitement, quand on pose la question du côté de nos collègues du journal, « Ah non, c'est une erreur, c'était pas 3 jours, c'était 11 jours. » OK, mais si on va sur 11 jours, c'est 432 $ par nuit d'hôtel. C'est 280 $ par jour de frais de repas. Mais bon, déjà, une erreur. On pose des questions sur 2 autres factures. C'est drôle, il y a des erreurs sur ces 2 autres factures-là aussi. Par exemple, 2 fonctionnaires vont au Brésil, 13-14 avril 2023, pour une conférence, encore une fois. Là, on dit « Ah non, finalement, c'était 6 jours. » Mais on n'explique pas pourquoi ces employés-là sont allés 2 jours d'avance, 3 jours d'avance, 2 jours plus tard à une conférence qui durait juste 2 jours. Ils voulaient vraiment pas arriver en retard à la conférence. Non, surtout que ça a coûté 9 400 $ et 6 900 $ respectivement, ces 2 personnes-là qui se sont rendues là pour leur voyage de supposément quelques jours de plus. Et ça se répète un peu partout. Des factures astronomiques de dépenses de voyage qui se calculent mal là, quand on met l'hébergement et les repas. Ça semble faramineux une fois de plus. Puis presque tous les rapports ont des erreurs. Ça soulève tellement de questions sur où va notre argent. Mais tu sais, quand on vous parle de dégraissage de l'État, ça, c'est un très bon exemple. Moi, je suis un de ceux qui questionne beaucoup ce genre de mission-là. En quoi c'est réellement utile? Je dis pas qu'il y en a pas qui sont utiles. Le taux de blessure chez les interprètes, oui, Alex, ça, c'est important. À tous les matins que je me lève, je me pose toujours cette question-là. Non, mais tu te dis, OK, jusqu'à quel point ce voyage-là était réellement essentiel dans un contexte où on est endetté par-dessus la tête? Je veux dire, le Canada, là, est pris à la gorge financièrement. Ça va pas en s'améliorant du tout. Puis là, on commence à payer des voyages à des fonctionnaires comme ça pour aller se pencher sur des enjeux un peu obscurs. Moi, ça, j'ai un problème avec ce genre de voyage-là. J'ai un problème avec ce genre de dépenses-là. Je dis pas de sortir la tronçonneuse là, comme Elon Musk a fait nécessairement avec le Doge. Là. Ça, c'était caricatural. Mais est-ce que, comme gouvernement, comme institution publique, on peut, s'il vous plaît, resserrer un petit peu ce genre de choses-là? Moi c'est ce à quoi je m'attends de Mark Carney, là. Oui. Puis de l'imputabilité chez les fonctionnaires, chez les hauts dirigeants de la fonction publique, puis de pas autoriser n'importe quel voyage, n'importe quelle formation qui peut se faire à distance. Je sais pas, moi, une formation que tu peux joindre en Zoom ou quoi que ce soit. As-tu réellement besoin d'aller à l'autre bout du monde pour essayer de t'informer sur quoi que ce soit? Je le répète, c'est peut-être parce que j'ai travaillé au privé trop souvent, trop longtemps dans mes 20 ans de carrière. Mais ce genre de choses-là, tu vois pas ça, ou presque pas au privé, là. Il faut que ce soit justifié. Mais là, on dirait que là, quand c'est dans l'appareil gouvernemental, ah oui, parfait, tu vas aller au Brésil 3 jours pour une formation qui va révolutionner notre vie. Il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on signe? Ça me dépasse. Oui, puis c'est pas la première fois. Ça s'inscrit dans une longue liste. Moi, je répète le chiffre, moi, qui m'a le plus horripilé de avis sur des dépenses comme ça. Voyage de la gouverneure générale en Islande, 71 000 $ de frais de déplacement pour 3 jours. Est-ce qu'on est obligé aussi de toujours aller chercher le plus luxueux? Tu sais, je veux dire, même une chambre standard avec 1 ou 2 lits, ça coûte
coûte pas 400 $. Best Western, ils doivent avoir ça un peu partout. Des hôtels, non, mais tu sais, des bons hôtels, mais il y en a des plus bons, mais... raisonnables, tu sais. Exactement. Ah non, ça, qui font l'affaire, là, complètement. Ah ouais. Bon, on est à 24 heures de ce qu'on appelle la fête du déménagement, le 1er juillet. Portrait de situation, Alexandre. Là, combien de familles là, tentent toujours de se trouver un toit au-dessus de la tête? Là? Semble-t-il qu'on est encore autour de 2000 ménages. Là. C'était 1990, le chiffre exact là, qu'on avançait la semaine dernière. Il semble pas y avoir de progrès, malheureusement, là, du côté du Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, le fameux FRAPRU qui suit de très près là, tous ces dossiers-là. On tire encore une fois la sonnette d'alarme, mais ça sonne un peu dans le vide, là, alors qu'il reste moins de 24 heures, que ces foyers-là trouveront pas ou ont beaucoup de difficultés à trouver un loyer là, qui est abordable, alors qu'on s'approche là, bien au-dessus du 50% de dépenses là, pour des ménages moyens en termes de logement. Là. On met au-dessus de 50% de notre argent et plus là, dans certaines régions juste pour se loger. Et on veut pas se rendre au point de Toronto, hein, qui est presque toujours le cas de figure. Toronto, Vancouver, dans les villes, je rappelle, pour un 4,5, c'est 2600 $ de loyer moyen pour un 4,5. Et c'est encore pire à Vancouver. Et là, on veut éviter absolument de se rendre dans ces situations-là où il y a des villes qui sont complètement pas abordables. Je veux dire, selon une étude de Oxford Economics, Toronto est dans les villes où on paye le plus cher pour un logement, point sur la planète au grand complet. Il y a des problèmes au Canada, il y en a également au Québec en matière de logement. Le gouvernement Legault continue de maintenir qu'ils sont en train de construire plus de logements abordables. Mais reste que là, on va retrouver des ménages qui n'ont aucun endroit où aller. Est-ce que ces gens-là vont se ramasser dans la rue? Est-ce qu'ils vont venir aggraver le problème de l'itinérance temporaire, qui vont se ramasser chez des amis, chez de la famille, qui vont devoir déménager de la métropole? Il y a vraiment toutes sortes de questions en suspens, puis malheureusement, les solutions, on les trouve pas. Tu parles de l'itinérance, c'est un très bon point que tu soulèves là, parce qu'il y a un enjeu à Montréal, qui est notamment le campement de Notre-Dame. Là, on sait aujourd'hui, il y a une échéance judiciaire qui arrive à échéance. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses? Est-ce que ce sera démantelé? Est-ce qu'on va prolonger le sursis? Mais il y a des citoyens qui habitent autour du campement de Notre-Dame qui commencent à en avoir sincèrement leur voyage. Je les comprends. Ça peut pas être une solution qui va durer non plus, ni humainement, ni de manière sécuritaire. C'est une cohabitation qui est très, très, très difficile. Et il y a aussi toute la question également du manque de services ou quoi que ce soit. Et le gros problème en lien avec ça, c'est espèce de flou là, artistique en lien avec, c'est la responsabilité de qui? Parce que c'est un terrain qui appartient au ministère des Transports. Là, c'est la ville qui est pognée un peu pour gérer cet enjeu-là, mais c'est pas son terrain. Non. Fait que là, ça fait des années, on joue dans le même film à chaque année, à savoir, bon, est-ce que le terrain peut être cédé à la ville pour que la ville puisse procéder ou quoi que ce soit? Puis là, c'est rendu devant les tribunaux. Honnêtement, là, il y a des citoyens qui disent que c'est plus vivable carrément, là, cette cohabitation-là. Ouais. Moi, ça, j'ai hâte de voir dans les prochaines heures ce qui va se passer. C'est en une du journal. C'est une scène, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. C'est une maison, Alexandre, qui a été complètement détruite par l'abattage d'un immense arbre. Ouais, ça a fait le tour du monde, littéralement. Une vidéo qui est devenue virale. Je regardais tout à l'heure, on était au-dessus de 17 millions de visionnements juste pour l'exemplaire de la vidéo, moi, que je suis allé voir et que je vais vous montrer à l'instant. Alors qu'on peut voir l'arbre qui... On voit pendant toute la procédure, puis plutôt dans la vidéo, là, le travail d'abattage. Qui se fait des morceaux du tronc qu'on débite là, lentement, mais sûrement pour faire tomber cet arbre-là qui fait des dizaines de mètres de haut. Et là, tombe du mauvais côté, s'abat sur la maison qui... ne fait qu'une bouchée là, de la maison. Heureusement, son occupant, Daniel Delisle, qui est là depuis 20 ans, qui est locataire, non pas propriétaire de cette résidence-là, lui n'était pas là dans la maison, donc heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, mais lui vient de tout perdre. Il a été joint par nos collègues du journal, complètement inconsolable, surtout que lui il vivait avec une pension, c'est ses proches qui permettaient à peine de payer son loyer, ses proches lui amenaient de la nourriture. Là, on a parti une campagne de sociofinancement pour essayer de l'aider parce que pour lui, le seul espoir qu'il a, c'est qu'il y a une couverture des assurances de l'entreprise d'émondage, là, qui a fait un travail de toute évidence là, qui était fautif, et parce que lui ne peut même pas être assuré parce que c'est une zone inondable. Lui, il est tout perdu. Là. Lui vient de tout perdre, surtout que ça fait 20 ans que même s'il n'est pas propriétaire, il rénovait toute la maison, la mettait à son goût, c'est son logis, c'est son endroit où il vivait, et là, il est
complètement inconsolable. Mais le travail d'abattage, on se comprend que ça avait fait le tour du monde parce que les images sont spectaculaires au mauvais sens du terme, là. Ouais, ça c'est clair que, je veux dire, il y a des questions, énormément de questions. On n'a pas encore la version de la compagnie d'abattage, mais humainement parlant, pour cette personne-là, je veux dire, c'est une épreuve terrible. On va souhaiter là, qu'il puisse effectivement s'en sortir pour le mieux. Aux États-Unis, Alexandre, on surveillait là, ce qui se passait en Idaho. 2 pompiers qui ont été donc abattus dans le cadre d'une intervention. Et là, il y avait chasse à l'homme pour tenter de trouver effectivement ce tireur-là. Et au cours des dernières minutes, les autorités ont annoncé que l'individu a été retrouvé sans vie. Rappelle-nous un peu les faits entourant ça. Oui, des pompiers qui devaient intervenir dans une zone montagneuse de l'Idaho, dans le comté de Kootenai, qui est dans le nord-ouest là, des États-Unis. Et en allant répondre à ce feu-là, qui semblait au départ feu de broussailles, les pompiers se sont fait tirer dessus par un tireur qui, vraisemblablement, les avait pris en embuscade là, pour une raison qu'on ignore toujours complètement. Là. A tiré sur des policiers, des pompiers plutôt, en a abattu 2, alors qu'il y en avait d'autres des pompiers là, qui se rendaient en répondant à l'alerte pour aller éteindre ce feu-là, qui essuyait encore des tirs. Finalement, les policiers ont été interpellés sur des lieux. D'ailleurs, il y a des extraits là, audio là, des communications entre les pompiers puis la police qui ont fait le tour du monde. Et là, échange de coups de feu pendant des heures et des heures avec le tireur embusqué. Et finalement, on l'a retrouvé mort. On n'a pas précisé si c'est les forces policières qui l'ont abattu ou si le tireur a retourné son arme contre lui. Mais là, pour l'instant, c'est 2 décès dans le bilan. Un autre qui est à l'hôpital, un pompier qui lutte pour sa vie, mais on dit qu'il est dans un état stable pour l'instant. C'est surtout un brasier qui est toujours pas maîtrisé là, à l'heure qu'il est, là, vu que le travail des pompiers a été de beaucoup ralenti. Il y a même eu un confinement qui a été décrété, là, qui est depuis quelques heures levé, mais il va falloir avoir des réponses parce que je veux dire, que quelqu'un s'en prenne, comme c'est arrivé récemment aux États-Unis, par exemple, à des élus, c'est dégueulasse, mais ça s'explique un tout petit peu. Là, c'est une énième fusillade aux États-Unis sans aucun motif apparent. Est-ce qu'un tireur a vraiment embusqué des pompiers parce qu'il y a une dent contre les services incendies? Est-ce qu'il y en avait personnellement contre certains pompiers? Ça s'explique mal, puis eux rentrent dans les statistiques là, de morts par arme à feu qui sont abondants aux États-Unis. L'année passée, c'était 16 000 personnes, sans compter les suicides, qui sont morts par arme à feu aux États-Unis. Marianne, tu nous amènes sur le plateau de Chanteurs masqués. 5e saison de Chanteurs masqués qui va être présentée à TVA et sur TVA+, à compter du 14 septembre dès 19h. Il y a plusieurs personnes qui attendent ce moment. C'est toujours le fun d'essayer de deviner qui se cache derrière, en dessous de ces costumes qui sont, ma foi, très impressionnants année après année. Et là, il y a eu visite du plateau vendredi au Studio Mills de Longueuil. L'équipe tournait déjà la demi-finale parce que les captations ont commencé le 22 mai dernier. Puis là, on a appris bien des affaires. Donc, il y a un des anciens concurrents qui va être de retour dans la compétition, qui va être diffusé cet automne. Donc, une des personnes qui a pris part à l'une des 4 premières saisons s'est glissée à nouveau dans un nouveau costume. De qui s'agit-il? C'est la question qu'on se pose. Et là, il n'y a personne qui va vous le dire. Tout est possible. Il y a 60 personnalités connues du Québec qui se sont prêtées au jeu depuis la première saison. Est-ce que ça va être un de nos grands gagnants? Soit Wilfred Leboutier, Marie-Hélène Thibert de la saison 1 en 2021, Véronique Laveau en 2022, Michel Courtemanche en 2023 ou peut-être Gabriel des Trois-Maisons qui a remporté l'édition de 2024. On le sait pas. Personnellement, je trouve que ça serait trop facile de prendre un gagnant. Il y a tellement de personnalités qui ont participé que ça serait peut-être ça serait plus stratégique peut-être d'aller prendre quelqu'un qui a été peut-être éliminé en tout début de parcours. Et nouveauté cette année, le temps d'antenne de l'émission va être étiré à 90 minutes, donc plus de numéros. Plus de prestations, il va y avoir des duos avec des artistes invités, beaucoup plus d'interactions entre les enquêteurs et l'animateur Sébastien Benoît, qui d'ailleurs est de retour pour une 2e saison de suite à l'animation. Et là, on parle d'un mystérieux personnage façon banquier du jeu qui va venir pimenter le travail des enquêteurs à compter du 3e épisode. C'est tout ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on peut nous dire pour l'instant. Donc, je rappelle que ça sera à partir du 14 septembre, 19h. Ça sera sur les ondes de TVA et sur TVA+. C'est à suivre, mais j'ai bien hâte de voir ça. Oui, je comprends. C'est un des beaux succès télévisuels, ça, effectivement. Chanteurs masqués, t'as raison. Au sport, Alexandre, le Canada est éliminé en quart de finale à la Gold Cup. Oui, une autre fois, c'est arrivé à Gold Cup en 2023 déjà. On avait perdu en quart de finale contre les États-Unis. De
la même manière dont on a perdu contre le Guatemala, c'est-à-dire là, en tir de barrage en fin de partie. Encore une fois, c'était l'égalité 5-5. Il y a eu 6 tirs au but de tous les côtés jusqu'à ce que finalement un des défenseurs canadiens, Luc de Fougerolles, frappe la barre transversale, donc rate son penalty. Les Guatémaltèques en ont profité et l'ont emporté. C'est quand même, encore une fois, un beau succès pour le soccer canadien, tout de même, là, de se rendre en quart de finale comme ça dans les dernières années. On s'est amélioré de beaucoup au soccer, les Canadiens et les Canadiennes, surtout nos équipes féminines qui performent extrêmement bien. Donc, on le prend tout de même bien, même si on n'a pas remporté. Meilleure chance l'an prochain. Et moi, ce que j'ai hâte de voir au hockey, parce que là, on est à quelques heures de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, que fera Kent Hughes? Est-ce que Kent Hughes va encore une fois nous en mettre plein la vue après son coup de circuit quelques heures avant le début du dernier repêchage où, je vous rappelle, là, en échangeant les 16e et 17e choix et Emil Heinemann, il a mis la main sur le défenseur toute étoile Noah Dobson. Sincèrement, là, tu sais, Kent Hughes, à chaque fois, nous éblouit. Il y en a qui l'appellent Went Hughes pour W, pour win, parce qu'il gagne ses transactions. Ça, c'en est une très, très bonne. Je vous dis, là, la défensive du Canadien, moi, je trouvais que déjà, on commençait à avoir quelque chose qui faisait du sens avec les jeunes qui s'en viennent. Mais avec l'ajout de Noah Dobson, vraiment, on fait tout un pas en avant. Moi, je pense que là, on parle plus de reconstruction. Je pense que là, on parle vraiment de marche vers éventuellement là, une participation un peu plus loin en série et éventuellement d'être de sérieux prétendants à la Coupe Stanley. Je dis pas pour l'année prochaine. Et là, moi, mes prochaines attentes, c'est un joueur de deuxième trio, un joueur de centre de deuxième trio. Est-ce que ça se fera lors du 1er juillet? Ouverture du marché des joueurs autonomes. Ce sera intéressant.